comme sur toute l'étendue du territoire national, les QG politiques, et notamment la chapelle politique du parti Union Progressiste Le Renouveau, est en effervescence, en ordre d'investir tout le terrain qu'on ne va pas découvrir, parce que le terrain sur lequel on avait travaillé, on avait les structures. Donc aujourd'hui, c'est juste dévoiler notre offre politique pour continuer le renouveau dans le progrès de notre pays, et avec tout ce que nous observons. Et à Havrancourt, tout le monde est déjà debout. Hein? C'est la fête, c'est la joie de recevoir tout le monde. Et notamment le grand parti qui est attendu, le parti de l'Union Progressiste Le Renouveau, pour écouter les nouveautés, hein? Les nouveautés pour renforcer l'unité nationale, la cohésion, le développement, une question prioritaire. Le bien-être de tout un chacun. Voilà un peu comment ça se passe à Havrancourt. C'est la joie, c'est vraiment l'effervescence. Les élections ont toujours été une fête pour ce pays. Les prochaines échéances électorales du 11 janvier 2026, nous édifierons à Soava. L'ambiance est soutenue, elle est contenue et chacun de nous s'affaire. Le Parti Les Démocrates a donné le top hier dans un arrondissement et continuera à battre le macadam dans le reste des arrondissements de la commune. En tout cas, dans la 6e session électorale, l'ambiance est de taille. Nous n'allons pas marchander sur nos moyens, nous allons y arriver tel qu'on l'aura souhaité. Le peuple béninois est un peuple mûr, qui sait faire la part des choses. Une partie de ce peuple a été entretenue longtemps dans des illusions, dans des intoxications et dans des manipulations. Fort heureusement, la grande majorité de ce peuple est lucide et ça ne pouvait même pas en être autrement à cause des résultats palpables de la gouvernance du président Patrice Talon. Ce peuple qui salue le respect des tests par les gouvernants actuels, qui salue la détermination du président Patrice Talon à permettre l'alternance à la tête de l'État. Ce peuple qui attend dans un esprit patriotique, dans un esprit de grande joie, recevoir les différents partis politiques, même si dans leur cœur, ils savent déjà que c'est le parti l'Union Progressiste, qui est ce parti qui a marché à leur côté, qui a pris en compte leurs préoccupations. Je ne suis pas venu verser dans le dilatoire ce matin. Et tout à l'heure, mon vis-à-vis a attaqué mon parti faisant l'éloge de son parti. Je ne suis pas venu faire l'éloge de mon parti, mais je sais que le parti Les Démocrates est le parti du peuple. Le parti qui défend ce peuple. Le peuple se retrouve à travers le parti Les Démocrates. Nous allons à la conquête de l'électorat de 2026. Et le peuple béninois est un peuple mûr, tel que mon prédécesseur vient de le dire. Il a fallu quelques incidents, je vais dire quelques incidents dans le parti Les Démocrates pour que les gens continuent de déverser dans le dilatoire. Le parti Les Démocrates reste toujours un parti incontournable. Le parti du peuple, le parti qui se penche sur les questions et du peuple, le parti qui se penche sur les réalités du terrain. Alors, attendons le 11 janvier 2026, si le parti, je suis heureux qu'on nous ait permis d'aller au moins à ces élections législatives. Je ne vais pas en dire long, on attend 2026 pour savoir si le parti Les Démocrates ne constitue pas une force politique de ce pays.
chez les journalistes, c'est la pensée unique. Et je pense que le peuple béninois a déjà vécu par le passé la pensée unique. Les peuples africains ont vécu par le passé la pensée unique. Ça a été la période des partis uniques, de tous bords, hein, de toutes tendances confondues. Et les peuples africains se sont débrouillés pour se débarrasser de ça. Le peuple béninois s'est débrouillé pour se débarrasser de ça. Ça a été le motif essentiel de la conférence nationale des forces vives de la nation. C'est la pluralité de la pensée. Je pense que si on remet ça en cause sous cette forme, c'est consacrer ce que nous avons constaté, que nous avons dénoncé jusqu'ici, la restauration de la pensée unique. Je pense que le peuple béninois ne devrait pas accepter cela. La trêve politique, elle a toujours été souhaitée, bien qu'elle ne soit pas par le passé institutionnalisée. Elle a été tacitement souhaitée de par notre pratique, de par les vécus. Vous verrez que après des élections législatives ou des élections présidentielles, il y a une sorte d'accalmie au niveau des acteurs politiques, dans la fièvre de ceux qui réussissent de jouir de leur victoire et de ceux qui, à un moment donné, perdent de prendre du recul pour analyser d'une manière ou d'une autre les raisons de leur échec. Mais cette fois-ci, institutionnaliser une trêve politique, je pense que c'est un signal fort que nous lançons dans notre pays en disant que nous marchons davantage vers un pays qui cherche à consolider sa cohésion nationale. Consolider la cohésion nationale, aller vers un choix de stabilité, un choix de cohésion nationale. Et je pense que l'objectif vraiment, c'est de protéger déjà nos institutions contre ce que nous appelons généralement la surenchère politique, surtout dans des moments critiques. Donc je pense qu'une trêve politique a d'abord cet objectif. L'allongement des mandats des députés, des maires et du président de la République, c'est un faux problème. Ça là, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Je vous dis, la démocratie béninoise a reçu un coup, un grand coup. On n'en a même pas besoin. Le Bénin n'a pas besoin d'un allongement de mandat. La question de l'allongement n'a pas sa valeur d'être. Ça ne servira à rien. On a un intérêt derrière et on pense qu'en faisant ça, on pourra atteindre ses objectifs. Mais quand tout le temps vous réfléchissez sur comment revenir, quand tout le temps vous réfléchissez sur comment avoir de la majorité au Parlement, quand tout le temps vous réfléchissez encore qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère où il faut avoir des parrains, sur comment contrôler les maires, sur comment avoir des maires qui vont vous donner leur parrainage, mais vous ne pouvez pas vous concentrer sur votre mandat. Donc il y a beaucoup d'avantages. Ça permet la stabilité politique. Ça favorise la stabilité des institutions. Parce que l'élu a beaucoup plus de temps pour se concentrer sur l'exécution de son projet. Le simple critère de jeunesse ne saurait justifier le fait que vous soyez amené à diriger un peuple ou à gérer de ministères. Les critères qui doivent pouvoir vous amener à soutenir un candidat ou à mettre un jeune en avant, ce sont ses compétences, ce sont ses expériences. Il faut avouer que les candidats qui sont mis en avant, ils ont eu le temps de faire leurs preuves. C'est un tournant générationnel. Implémenté par le président de la République depuis 2016, le chef de l'État, regardez autour de lui, a fait la promotion des jeunes, massivement dans l'appareil étatique. Les réformes du système partisan ont révélé la jeunesse, non seulement sur l'échiquier politique, mais dans l'administration de notre pays à travers la promotion et les nominations politiques. Et l'opposition, je veux parler du FCBE, les démocrates aussi, qui est un autre parti de l'opposition, qui sont en train de promettre, ils font juste ce que à mettre les pieds dans les pas de la mouvance. Son limogeage qui est donc intervenu suite à ces propos-là, c'est quand même des accusations assez graves. Dans ce contexte-là, il est vrai que on pourrait, dans cette guéguerre politique qui vient d'être lancée, supposer à l'avenir que
quelque chose d'aussi grave a été dit par quelqu'un, qu'on le veuille ou non, est quand même un sommité de la République, et que rien ne soit dit ou que rien ne soit fait, c'est comme si le gouvernement était en train de couvrir de ces malversations-là. Et donc, pour éviter tout soupçon, ce serait quand même bien que Maître Akponan soit dégagé de cette responsabilité-là pour éventuellement, si le besoin se faisait sentir, répondre et dire avec toute la clarté possible ce qui doit être dit. Le ministre a fait preuve d'une naïveté en allant déjà devant une population parce que, rappelons, il s'agit d'une tournée du ministre. Et lorsque vous êtes en tournée en tant que ministre, depuis 2016 à aujourd'hui, le gouvernement du président Patrice Talon nous a habitués à une certaine discipline au niveau de ces ministres. Donc, lorsque vous allez sur le terrain en tant que ministre pour faire le compte rendu de vos activités au niveau de votre ministère, vous n'allez pas en tant que politique. En tant que ministre de la République, il devait quand même déjà savoir qu'il a l'obligation de réserve. Et lorsqu'on dit ça, il était devant la population de Parakou avec la casquette du parti Bloc républicain. Lorsqu'il a pris le ministère, il n'a certainement pas remanié tout le ministère. Il y a des cadres techniques qui sont là. Lorsque votre patron va sur le terrain et dit quelque chose de ce genre-là, le lundi matin, je doute que vous soyez super motivé à collaborer avec lui, à travailler avec lui. La gravité donc de ces propos-là va dans le sens que le ministère, le fonctionnement du ministère en lui-même risque d'être ralenti à partir de ce moment-là. Même si tout cela s'avérait authentique et que dans la réalité il y a eu de ces genres de choses-là, le tribunal pour en parler n'est pas celui dans lequel cela a été fait. Ce qui lui est arrivé doit servir de leçon à l'ensemble de la classe politique, à la jeunesse, ainsi qu'aux futurs cadres, ceux-là qui seront appelés un jour à occuper ces fonctions, que lorsque vous êtes ministre dans une république, vous avez obligation de réserve et ce n'est pas tout qu'il faut dire et n'importe comment sur la place publique. Et ça appelle aussi au niveau des partis politiques à ce qui concerne la formation des militants. Pour nous, observateurs de l'extérieur, quand on parle de suspension, ça veut dire que il y a des dispositions à prendre après. Parce que quelqu'un pose un acte, on le suspend. Peut-être qu'on va l'amener devant le conseil de discipline et statuer définitivement par rapport à sa situation. Donc, nous en étions dans cette entente quand nous avons constaté qu'il y a eu un remaniement technique. Cela pose vraiment un problème. Le problème, c'est le système partisan. C'est possible que personnages politiques puissent tomber facilement dans ce piège-là, avec la pression de ses militants, avec la pression de ses proches, avec la pression d'un certain nombre de personnes qui pourraient estimer que pour les échéances à venir, il aurait un rôle important à jouer. Mais dès lors qu'on est dans un parti politique, il faut faire le débat à l'intérieur du parti politique, ne pas avoir peur à l'intérieur du parti politique de faire le débat osé, quitte à ce qu'à un moment donné, si le choix est porté sur vous, que le parti politique puisse vous présenter comme le candidat. Mais si des individus pensent que seuls, ils pourraient le faire de l'extérieur, quitte à venir l'imposer au parti politique, ça va être très difficile. Et vous avez vu, ce n'est pas seulement au niveau du Bloc républicain, vous avez vu au niveau du parti qui partage la vision du chef d'État comme au niveau de l'UPR, il y a pratiquement le même cas de figure. C'est pratiquement la même chose aujourd'hui au niveau des partis. Il faut susciter la discipline. Vous ne pouvez pas vouloir construire un système partisan sans que vous-même, en tant que membre de la famille politique qui fait tout, que vous-même vous créez des tests et que vous-même vous violez. Ça veut dire concrètement que cette réforme n'est même pas comprise par ceux qui ont fait la réforme. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on s'asseye pour revoir les choses. Je quitte le secteur politique quand vous avez une organisation, une association, et que vous avez des statuts et des règlements intérieurs. Dans les règlements intérieurs, vous précisez les conditions dans lesquelles on peut sanctionner. Le blâme, l'exclusion, tout et tout, on sanctionne. Cela ne veut pas dire que vous avez de mauvais tests. Vous avez les meilleurs tests. Vous avez des hommes qui viennent,
qui approuvent, qui adhèrent à ces tests, mais qui dans l'exercice font des erreurs, on les rappelle à l'ordre, on les sanctionne, on les suspend, on les revoque de l'association ou de l'organisation. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas fait de meilleurs tests. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas, que la création de l'organisation n'a pas été opportune, n'a pas été viable. Donc ça n'a rien à voir avec les réformes du système partisan. C'est les habitudes des acteurs politiques que nous sommes en train de changer. Les présidents dont nous parlons concernant leur neutralité, surtout, au départ, c'était le président Thomas Boniaï et l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, seuls qui donnaient de la voix. Tous ceux qui sont concernés par cette institution ne sont pas des pro-opposition. On ne me dira pas que le président Bruno Amoussou n'est pas pro-talon. Et donc, on ne peut pas mettre en place un tel cadre sans que le président Amoussou ne soit intégré. Le président Idji Kolaolé, pour avoir présidé l'Assemblée nationale, il doit faire partie de ce creuset et c'est un mouvancier bonté. Le président Hongbeji, si tous ceux-là se mettent ensemble aujourd'hui, je crois que ça ne pourra pas peser d'un côté. J'estime que un chef d'État, quelqu'un qui a exercé le pouvoir d'État pendant 10 ans, c'est une bibliothèque. Et il ferait partie des derniers recours lorsque la nation, le pays va se retrouver à un certain carrefour qu'on ne souhaite pas. Ces personnalités sont des gens qu'on peut consulter, sont des gens qui peuvent, dont les voix peuvent porter très loin. Mais dès qu'il porte le manteau politique, comment il va exercer peut-être ce pouvoir-là? Et sa neutralité pose déjà problème. Parce que le président Yahi Boni est le président du principal parti de l'opposition et en tant que tel consacré chef de file de l'opposition. Nous avons même le président Mbedi qui a tenu certains propos tout récemment. Là maintenant, on est en train de voir en même temps des anciens présidents des institutions et on est en train de voir des politiciens. D'accord? Donc là maintenant, on est un peu confus. J'aurais souhaité, et je le souhaite vivement, que, au vu de tout ce que je viens de dire, que les intéressés fassent l'effort pour que ce qui va sortir de leur conclave là soit au service de la paix de la nation. Du côté du parti Force Koli pour un Bénin émergent, nous sommes d'une opposition républicaine et notre objectif, c'est d'aller aux élections présidentielles de 2026. Et nous sommes conscients que, vu le code électoral que nous avons en place, nous ne sommes pas en capacité de présenter un duo candidat si nous n'allons pas discuter avec des partis politiques qui veulent bien échanger avec nous dans la perspective d'aboutir à des accords. Et donc, la FCBE a entrepris depuis vendredi des démarches pour échanger avec les partis politiques de la mouvance, parce que ces partis politiques veulent bien discuter avec nous afin d'aboutir à des accords parlementaires et à un accord de gouvernance dans la perspective d'avoir des parrainages de ces partis politiques avec qui nous serons dans des accords de gouvernance pour présenter notre duo candidat à la présidentielle de 2026. Et donc, l'opposition dans sa pluralité se prépare chacun de son côté pour présenter des duos. Nous espérons que tous les partis politiques de l'opposition qui souhaitent aller à ces élections pourront présenter leur duo et que le peuple béninois puisse faire son choix dans les urnes. En politique, il faut se mettre au-dessus des intérêts personnels et viser l'intérêt général. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ce pays? Parce que c'est ça, moi, la lecture que ce que je tire en conclusion de tout ce qui a été dit, le Bénin. C'est pour le Bénin que tout ceci est en train de se faire. Ce n'est pas pour Paul Humpert, ce n'est pas pour Tantan Pion. Donc, l'initiative d'aller vers les autres partis, je ne parle pas forcément de la mouvance. C'est heureux de les recevoir à la mouvance. C'est dire, aujourd'hui, la JVA trouée du Bénin, nous venons avec nos doigts pour vous aider à trouer, à boucher, pour que, ensemble, nous puissions construire ce pays.
pense que ce n'était qu'une proposition faite par le président de la République. Au vu des perspectives et au vu des nouvelles dispositions, il était de bon ton de suggérer aux partis de l'opposition parce que je crois que l'opposition a son rôle et joue déjà son rôle dans la vitalité de notre démocratie. Dans cette logique, il y a de raisons que cette opposition prenne les dispositions au fin de faire face aux nouvelles règles qui devraient nous conduire aux élections prochaines. C'est une proposition qui manque de lisibilité. Elle est à tout le moins surprenante parce que au lendemain de son avènement au pouvoir, il a entrepris de mettre en chantier la réforme du système partisan, mais il s'est avéré que cette réforme a été finalement un marché d'exclusion et puis on s'y est fait. Dans tous les cas, moi je considère que c'est un ballon d'essai, que ça regorge certainement d'un certain nombre de pièges, comme nous en avons toujours vécu depuis 2018-2019. Le timing déjà pose problème. Lorsque vous avez demandé à la classe politique de se regrouper en de grands ensembles pour conquérir le pouvoir d'État, et que certains ont payé le lourd tribut, et ils se préparent, ils se mettent dans le starting block pour conquérir le pouvoir d'État et l'exercer. Et que subitement, une telle proposition vient de la part du porteur de ce projet. Je dis que le chef de l'État a parlé pour semer la confusion dans les esprits des Béninois. Je crois que ce n'est que justice, c'est le processus qui est comme ça. Et éprouvons d'abord ce qui est proposé. Essayons et on va voir ce qu'on pourrait faire pour rendre ça plus performant à l'avenir. Je crois que c'est dans cette posture que se trouve le chef. N'ayons pas une peur bleue par rapport à ça. Essayons et améliorons pour avancer. Oui. C'est notre démocratie qui s'en sortirait grandi. L'article 28 de cette loi organique, oui. D'accord, l'article 28 dit que désormais, lorsqu'un fait se pose et que on veut aller porter plainte, on veut aller faire un recours à la Cour constitutionnelle, qu'on peut le faire dans un délai uniquement de 30 jours. Alors là, il y a problème. Mais pourquoi on veut limiter, pourquoi on veut cadrer, pourquoi on veut limiter les choses? Un cas peut se produire. Vous pouvez être en train de faire des recherches pour pouvoir aller déposer, pour aller faire un recours à la Cour constitutionnelle dans un délai de plus d'un mois. Donc ça veut dire que vous ne pouvez plus aller déposer une plainte ou un recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Là, il y a un problème. S'il y a un problème et que vous avez vos droits qui sont lésés, on ne peut pas vous laisser à des terrains vitam 10 ans après, réclamer 5 ans après, réclamer. Non, la Cour n'est pas là que pour ça. Donc, ceux qui ont fait, ce qui est sûr, une loi n'est jamais modifiée, votée, sans qu'on ne tienne compte des faiblesses de l'ancienne loi et des objectifs qui sont visés. Donc le débat va se faire là. Oui, l'opposition est dans son rôle et elle a la prérogative d'interpeller de manière publique d'ailleurs et officielle le gouvernement en place lorsque un citoyen ou un concitoyen est arrêté dans des conditions dans lesquelles beaucoup de zones d'ombre subsistent. Il y a malheureusement des événements malheureux qui se produisent tous les jours dans notre pays et même sur des citoyens dans la diaspora. Et je ne vois pas l'opposition s'en préoccuper. Lorsqu'il s'agit des citoyens qui, entre-temps, apportaient de l'eau au moulin de l'opposition, ce n'est qu'à ce moment que nous entendons la voix de cette opposition. Quelle est cette opposition qui ne défend que les acteurs politiques? Un parti politique devrait être au service du bien-être de l'ensemble de ses militants, pas seulement ceux qui apportaient de l'eau à leur moulin. Les partis politiques sont déjà conscients de ces dates-là parce que ce sont des dispositions constitutionnelles et travaillent déjà d'arrache-pied sur le terrain. Vous allez voir que depuis janvier, quand vous prenez l'exemple du parti Force Coli pour un Bénin émergent, le secrétaire exécutif national du parti, son Excellence M. Paul Rompin, a lancé le top départ
des mobilisations des structures de base. Et le parti a commencé très tôt, depuis le mois de janvier. Et donc, il n'est pas question d'attendre que la Sénat délivre cette feuille de route aux partis politiques pour engager le travail du terrain. Donc, je m'inscris en faux par rapport à ceux qui pensent que les partis politiques ne bougent pas. Oui, les partis politiques bougent. Une fois qu'on a connaissance de ce code, aucun parti qui souhaite gagner ne peut plus attendre le chronogramme de la Sénat avant de se mettre au travail. Et donc, à l'UPR, ça ne dort pas. Nous sommes sur le terrain du matin au soir, comme vous le constatez d'avoir à travers les médias. Et c'est une question de la remobilisation de la base. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'être un parti d'un département donné pour penser qu'à une élection. Si on peut arriver à regrouper 20% dans une circonscription électorale, vous imaginez ce que ça représente? Ça veut dire que dans cette circonscription électorale, il y a 20% de personnes en âge de voter qui partagent des séances d'échange, des séances d'information, et cela ne fait que renforcer l'unité nationale. Vous voyez un peu. Donc, moi, je ne vois pas d'insuffisance, encore qu'on n'a pas encore exécuté suffisamment cette loi pour tirer les conclusions. On a voté la loi à peine. Il faut qu'on l'applique pour détecter les failles et apporter les solutions qu'il faut. C'est pour dire que le code il est perfectible. La loi est votée pour l'avenir. Quoi qu'on dise, il y a des choses qu'on peut reprocher à ce code électoral. Et étant donné que la politique est une question de rapport de force, nous savons que nous ne sommes pas au Parlement, nous ne pourrons pas quand même aboutir à ce que nous appelons comme incohérence au niveau de ce code électoral. Nous ne pouvons pas aller à sa correction puisque nous ne sommes pas au Parlement. Et c'est pour cela que nous disons à nos militants, travaillez, mobiliser les électeurs, mobiliser la base. Et lorsque nous serons au Parlement, ces choses-là que nous appelons des tests qui peuvent être susceptibles d'être à la base des crises, lorsque nous serons au Parlement et surtout lorsque nous serons majoritaires, nous pourrons toiletter et corriger ces tests-là. Le gouvernement béninois a beaucoup de choses à faire au niveau des travailleurs béninois. Une session de négociation, je suis d'accord avec vous, mais il ne faut pas que le gouvernement attende que les enseignants, les travailleurs du pays se trouvent frustrés, ils se rendent compte de la manière dont ils sont gérés avant d'agir. Il a fallu la marche qu'on a interdite le 1er mai, parce qu'on sait qu'il y a encore une marche en vue, il y a une motion de grève qui est en vue. Alors il faut faire quelque chose pour les taire, pour les faire taire. J'attends de voir ce que ça va donner. Comme on convient de les appeler, c'est les partenaires sociaux. Et quand vous êtes partenaire, il faut discuter forcément. Vous discutez forcément et vous n'êtes pas sans savoir que dans un passé récent, il y a eu des incompréhensions. Il y a eu des incompréhensions qui ont amené même à l'interpellation de responsables syndicaux. Eh bien, vous comprendrez par là que les syndicats de ce côté-là sont mécontents. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes sur des questions sensibles de sécurité intérieure. Et nous ne pouvons pas dire ici de façon très claire les renseignements, les informations que détient le gouvernement pour apprécier ou refuser une marche. Et il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais que le gouvernement puisse les rencontrer, échanger avec eux, assurément qu'ils vont repréciser les points de mécontentement. Et je pense que le gouvernement doit pouvoir apporter les réponses nécessaires. Je pense que ces institutions de la République sont dans leur rôle. Ces institutions de la République sont dans leur rôle. Vous savez, les coups d'État, souvent, on en a connu au temps de la Révolution. Ce n'est pas seulement le Bénin, pratiquement tous les pays africains ont goûté
à cette mauvaise sauce. Le coup d'État, souvent, ce n'est pas une bonne chose. Vous imaginez un instant qu'un gouvernement légitime exerce son pouvoir, développe ses programmes, et que dans l'un des 104 matins, on arrache le pouvoir. Vous imaginez à peu près comme revers, ce que tout cela peut avoir sur ce que cela peut avoir comme impact sur donc, la vie de nos concitoyens. Donc, nous devons condamner les coups d'État, plus jamais ça, que cela ne se passe plus jamais dans notre pays. Et que pour prendre donc le pouvoir, il y a les voies qui existent. C'est rien que par les élections qu'on peut prendre donc le pouvoir. Aucun démocrate n'est favorable à des putschs, à des coups d'État. Aucun démocrate n'est favorable à des coups d'État. On est plutôt favorable à l'organisation des élections libres, transparentes, crédibles, inclusives, pour que le peuple souverain puisse désigner ses dirigeants à la tête du pays. Cela dit, nous condamnons toute velléité de coup d'État dans notre pays. Et nous avons dit clairement aux militaires depuis 1990 de retourner dans les casernes. J'ai été stupéfié, je suis resté perplexe. Je n'avais pas vu quelle est la plus-value de ce communiqué. Depuis que le coup d'État, en tout cas les tentatives ont eu lieu, depuis l'incarcération pour des raisons d'enquête. Vous avez parlé du timing Oui, en définitive du timing. Quelle est la plus-value? Nous sommes en mars. Ils ont été condamnés quand? Donc moi, je verse tout simplement au débat que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu un regroupement de sous entre 2016 et 2025. Ce n'est pas la première fois que le président... Oui, bon, c'est peut-être, on peut vous créditer de cela, que c'est en cas de force majeure qu'il se retrouve. Et puis là, je vous concède cela. Pour le Parti libéral dont vous parlez, je ne sais pas le lien qui existe entre le parti et ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ou qu'on leur délivre le certificat de conformité. Attendons de voir ce que sera demain. Je ne serai pas surpris que ce parti-là parle le langage de celui qui est au pouvoir. Ça dépend de comment ils ont négocié. Monsieur Aouna, faites correctement les choses. Si le parti le libéral, l'équipe qui dirige le parti le libéral, a fait correctement ce qu'il faut, prévu par les tests, pour se faire délivrer son récépissé provisoire, le problème ne se poserait pas. Ce n'est pas exclusif à nous. Il y en a eu bien d'autres. Et je voudrais rappeler, je l'ai déjà dit sur plusieurs autres plateaux. Vous savez, le Parti Les Démocrates a une stratégie politique. Monsieur Aouna, mais le vent a soufflé. Ce discours, il faut le changer. Vous savez, aujourd'hui, il faut respecter les tests que nous avons et faire convenablement les choses dans la République. Quand vous êtes là à vouloir se victimiser et mal faire les choses, biaiser les tests, saboter les tests, mais on va vous opposer la rigueur de la loi, la discipline. Ce qu'il faut comprendre, est-ce que ceux qui nous parlent des tests eux-mêmes, les tests qu'on nous impose, est-ce qu'eux-mêmes ils respectent ce test-là? Maintenant, quand mon ami d'en face dit que les démocrates, ce sont eux qui ne respectent pas les tests, non, il se contredit. Les démocrates respectent bien les tests. La preuve, je vais vous donner un exemple palpable. Allez-y. Nous sommes à quelques mois des échéances électorales. Les députés ont le droit de faire des redditions de comptes dans leurs zones respectives. Regardez vous-même, regardez ce qui se passe dans tout le pays. Il suffit que les démocrates organisent une séance de reddition dans un département ou bien dans une institution électorale, on envoie les militaires. On empêche les militants de s'exprimer, de se partager les idées. Si nous nous référons au rôle de médiateur de la République, surtout dans ces aspects de recherche de la cohésion sociale, nous pouvons dire que par ces temps qui courent, ou d'une manière ou d'une autre, on est à l'approche
plus ou moins des élections générales de 2026 et à voir les différents discours qui se tiennent ci et là dans l'opposition comme dans la mouvance, surtout par rapport à un certain nombre de critiques qui sont objectées contre le code électoral, etc., la demande de sa relecture. J'estime que le médiateur de la République a voulu rester dans le rôle de prévention des crises. Et moi, je dirais que le médiateur de la République veut justifier son budget. Parce qu'aujourd'hui, on se posait la question à savoir le rôle, le véritable rôle du médiateur de la République dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2016, nous sommes constamment en crise. Durant cette période tumultueuse que notre pays a traversée, mais cette institution est restée transparente jusqu'à ce jour. Lorsque vous venez dans un conflit et que vous êtes médiateur, vous êtes d'abord impartial. Ça, c'est le premier caractère. La deuxième chose, vous n'êtes pas dans la médiation tenu de régler le conflit. Parce que ce n'est pas en fait vous qui voulez régler le conflit. Ce sont encore les partis en conflit qui vont finir par s'entendre et régler le conflit. Votre rôle seulement, c'est de concilier. Mais dès que vous tentez de concilier, que ça ne prospère pas, vous vous retirez. En vous retirant, on ne peut pas dire que vous êtes un mauvais médiateur, non. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec ce code que nous avons. Ce code qui est décrié de tous, et même au sein de la mouvance présidentielle. Quand je dis au sein de la mouvance présidentielle, je parle du président de l'Assemblée nationale, l'ancien président Adrien Oumbédi, qui est un baobab quand même de l'UPR. Maintenant, le médiateur de la République suit tout ça, mais lorsqu'il va finir de faire ces différents tours, est-ce qu'il a écouté? Cette affaire d'audit, ça ne fera que renforcer la transparence dans le processus électoral. Et c'est pour ça que nous saluons la clairvoyance du chef de l'État, parce que malgré que les partis politiques qui soutiennent ces actions n'ont pas trouvé d'intérêt à s'investir dans l'audit du fichier électoral qui n'existe pas jusque-là, le chef de l'État, dans sa clairvoyance, dans son leadership, a bien voulu renforcer la transparence de notre processus électoral en accordant cette demande du parti Les Démocrates. Ça continue d'être une opération pour nous de plaisir, et une opération pour nous d'utiliser les fonds publics pour des opérations dont on pouvait s'en passer, mais on se réjouit du fait que cela ne fera que renforcer la transparence de notre processus électoral. L'audit du fichier électoral poursuit 3 objectifs principaux. Premièrement, ça permet de soustraire ou d'enlever les anomalies qu'on peut constater dans le fichier électoral. Au-delà de ça, il y a aussi la question de la transparence. Nous savons que en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Bénin, les élections sont souvent sujettes à controverse en raison de ce qu'il y ait des fraudes ou des tripatouillages électoraux qui sont faits. Et là, le dernier objectif que poursuit bien évidemment cet audit électoral, c'est de renforcer non seulement la confiance des citoyens aux institutions de la nation, mais également aux gouvernants qui seront élus. Le problème en réalité, c'est au niveau de l'opposition. Et c'est pour ça que nous, étant avec le président Patrice Talon, sachant la rigueur, la responsabilité avec lesquelles les affaires publiques sont désormais gérées dans notre pays, la recherche permanente de la perfection dans tout ce que nous avons à faire, nous n'avons pas trouvé pertinent d'aller auditer un instrument qui n'existait pas. Les institutions, en observant les prescriptions de la loi, l'ANIP a déjà fait la transmission des statistiques à la CEDA. Cela, pour moi, ne devrait pas empêcher l'audit du fichier. L'objectif principal de l'audit est un point de vue qui est partagé aussi bien
par l'opposition que par la mouvance. Et à cet effet, vouloir, en raison de la transmission, bien évidemment, des données statistiques électorales à la Sénat, vouloir enlever ou vouloir retirer ce caractère pertinent de l'audit électoral, je pense que c'est une conclusion trop hâtive, dans le sens où cette transmission n'emporte pas d'office, bien évidemment, la liste électorale définitive. Cela exprime aussi le doute, cela exprime aussi des inquiétudes. Et ces inquiétudes, ces doutes pourront avoir leur raison d'être sur plusieurs champs. Peut-être que les Béninois se disent que le chef de l'État est la seule personne capable de dire que oui, nous ne sommes pas dans une nouvelle république, et la seule personne capable de dire oui, ou bien prendre même des actes pour dire je réaffirme, même si je l'ai dit à plusieurs reprises, je réaffirme que je ne serai pas candidat parce que la Constitution ne me permet pas. Et la seule voie, c'est la Cour constitutionnelle, parce qu'elle est sans recours et elle est la classe des sages, elle est la garante même de la loi fondamentale. Et il est sans doute clair que depuis 2016, le président Patrice Talon a amorcé un certain nombre de réformes, d'accord, qui créent des remous au sein de la classe politique, notamment même de la mouvance et de l'opposition. C'est des réformes qui ne sont pas faciles à vivre, tant dans la mouvance que dans l'opposition. L'Union progressiste, le renouveau, nous faisons l'effort de respecter les dispositions, d'accord, légales du code électoral et de la Constitution. C'est cela. Et nous demandons aussi à nos vis-à-vis de faire pareil. Le BR, le parti RN et bien d'autres, et aussi le parti Les Démocrates. On fait 2 mandats et puis c'est fini, c'est tout. Pour moi, le débat n'existe pas. Parce que nous parlons des faits et nous parlons en fonction des dispositions constitutionnelles. Le démocrate, lorsque vous venez sur les plateaux, vous parlez, j'ai l'impression que vous utilisez à dessein les émotions populaires. Parce que vous savez que notre population, c'est des gens qui ne sont pas très lettrés et vous dites des choses pour les manipuler, alors que la réalité est tout autre. La question du 3e mandat, je crois que c'est réglé. D'accord? Et tout citoyen est libre de formuler des recours à la Cour constitutionnelle pour avoir des éclaircissements. Si vous voulez avoir des points d'ombre, vous êtes libre de le faire. Personne ne vous sanctionne pour ça, que vous soyez de l'opposition ou de la mouvance. Les démocrates n'ont peur de rien. D'ailleurs, est-ce que les démocrates ont jamais saisi la Cour constitutionnelle à cet effet? Non? Alors retenez que nous n'avons pas peur. Mais ce qui nous surprend, c'est que des gens de la mouvance saisissent encore la Cour constitutionnelle. Et que ces gens-là, en amont, avaient déjà tenu des propos invitant le chef de l'État à faire un 3e mandat. Et c'est ça qui inquiète. Moi, je ne sais pas à quoi ça rime que FCBE aille signer un accord avec les partis là. FCBE, c'est une coquille presque vide en termes de présence sur le terrain. C'est devenu un parti de bureau qui se positionne, on ne sait pour quel dessein. Pour moi, quelle que soit la lecture que vous faites de la présence de ce parti sur le chéquier national, il a servi pour une cause. En 2019 déjà, et pour moi, je l'ai dit ici plusieurs fois déjà que ce parti est voué à la disparition, et j'ai aussi précisé que la seule possibilité pour elle d'exister, c'est de s'accrocher à l'un ou l'autre des partis qui existent et qui sont forts, donc l'un des camps. C'est naturellement qu'il a retrouvé, donc le camp où il a toujours joué. En termes d'implication politique, il n'y a pas grand chose à retenir de là. On ne sait pas à quoi ça va aboutir, mais ce qui est sûr et ce qui est important et intéressant au Bénin, c'est que c'est l'électeur qui décide. Et nous verrons bien, déjà à partir du 11 janvier, que valent tous ces accords et que valent tous ces partis-là.
Les accords de coalition parlementaire qui sont signés aujourd'hui ne disposent pas pour la mandature en cours. Non, ces accords-là prévoient de prendre effet au lendemain de la proclamation des résultats des élections générales. Si la loi, le code électoral prévoit que cela est possible, que ça a été voté à l'Assemblée nationale, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on trouve que ce que les partis politiques sont en train de faire est une abomination. Je ne suis pas FCBE, mais je ne vois pas en quoi est-ce qu'on jette la pierre à des gens qui s'entendent pour dire nous avons prévu pour la mandature à venir de n'être pas de l'opposition, mais de la mouvance. Et il n'y a aucune honte à reconnaître parfois ses faiblesses et à décider de se donner la main pour affronter les obstacles à venir. Je l'ai lu quelque part où le premier responsable du parti FCBE disait que nous avons opté pour ce choix afin de continuer à exister. Pourquoi est-ce qu'on veut leur refuser ce droit-là? Moi, je ne le sais pas. Ou à d'autres partis politiques. Ce n'est qu'au lendemain des élections que nous saurons réellement si l'action menée a eu un impact politique ou pas. C'est pour d'abord nous rassurer que la liste est présente et que on peut l'avoir à bonne date. Déjà, qu'il a déjà de remous dans l'opposition, que la liste n'est pas claire, il faut que nous ayons le dit. C'est pour cela que dans mes analyses, je vois que le directeur général de l'ANIP est venu pour apaiser un peu, pour nous rassurer que nous aurons une liste électorale sécurisée sans problème. Moi, je crois fondamentalement que le directeur général de l'ANIP, Adjenankou Yanwi, c'est un technocrate, sinon un technicien qui s'y connaît. Et comme il a dit, la liste électorale sera officiellement remise à la Sénat, l'organe qui est chargé d'organiser les élections à bonne date. Ils ne sont pas eux de leur rappeler. Nous avons déjà un déroulé, c'est un timing pour les élections générales de 2026. Et il y aura à aucun moment où on va être en retard par rapport à quoi que ce soit. Moi, je voudrais rassurer mes amis démocrates ou bien de l'opposition, ils n'ont qu'à se calmer et tout va se passer dans la règle de l'art. Le rôle des partis politiques à présent, c'est de travailler, comme l'a dit mon frère Bachola. Et déjà, sur ce terrain, nous avons déjà beaucoup de blocages. Déjà que vous voulez rassembler, vous demandez des autorisations, vous n'avez pas. C'est ça qui nous empêche, qui empêche l'opposition de faire certaines choses sur le terrain pour que la vie politique soit animée réellement. Il faut que désormais, celui qui va avoir la prétention de représenter la nation prochainement à l'hémicycle soit quand même quelqu'un qui ait quand même une représentation nationale et assez forte. On a fini avec les clubs électoraux. Et puis maintenant, je crois que chaque parti doit aller désormais sur le terrain convaincre les électeurs par rapport à sa vision, à son programme pour les imparter. Il faudrait que ce que le président dise se reflète dans ses actes. Et pour que n'importe qui puisse venir le remplacer, c'est-à-dire qu'après son départ, que n'importe quel Béninois ambitieux, choisi par les Béninois sur la base d'un programme, puisse venir, puisse accéder au pouvoir, comme lui l'a fait. Moi, personnellement, ce n'est pas mon parti politique, moi, en son temps, si on pouvait nous appeler des fous, moi je suis un fou de Patrice Talon. Donc, la Constitution ayant prévu 2 mandats, il a fini ces 2 mandats. Qu'il ne se préoccupe plus de la chute. C'est toute fin de mandat, les gens se disent, j'ai bien fait, je veux continuer à faire. Ou bien tout au moins, je veux que mon équipe continue à gérer les affaires de l'État. Mais je crois que le président Talon n'est pas pour autant préoccupé par l'après-lui, parce qu'il a dit qu'il ne veut personne pour assurer ses arrières. Ça, il a dit, il a martelé. Je ne veux personne pour assurer mes arrières. Toutefois, je suis citoyen, je vais voter pour quelqu'un. Donc, je vais choisir quelqu'un pour qui avec qui je vais travailler et pour qu'il vienne. Forcément, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, je ne sais pas. Ce serait lui, c'est son choix. Donc, je crois que le président Talon, pour une fois, n'est pas préoccupé par l'après-lui. Toutefois,
tout comme Béninois que nous sommes, au vu de ce qui est fait, on aurait souhaité que celui qui vient fasse même mieux que lui. Et moi, je voudrais rassurer le président Patrice Talon, aucun autre président ne viendrait creuser l'écart social comme il a fait. Parce que moi, je suis un enfant de Doké. Et je vous pose la question, je pose la question à tous les Béninois. Combien d'enfants de Doké sont capables aujourd'hui d'aller d'avoir la moyenne pour aller au concours d'entrée à l'école de médecine ou pour aller au concours d'entrée à une école universitaire? Travaillons déjà à l'interne que nos enfants soient performants et là, ils auraient les... Parce que ce n'est plus un concours qu'on passe pour aller dans ces écoles aujourd'hui. C'est les moyennes qui permettent de faire les orientations en fonction des performances que vous développez à la composition. Donc, travaillons déjà au niveau de nos enfants. C'est vrai que c'est cher aujourd'hui par rapport à nous, mais le monde est dynamique. La vie, on ne peut pas demander aux enfants de vivre ce qu'on a vécu. C'est pas possible. Tout cool. Affamé, moi, je pense que les choses se disent de façon un peu trop... se pervertissent de mon point de vue. Leur propre système qu'ils ont mis en place est en train de les broyer. C'est dommage. Je dois être le premier citoyen à être heureux de ce verdict, mais je suis triste. Parce que quand des gens comme ça viennent donner 20 ans, 30 ans, vous savez, quelle expérience ils ont? Ils ont été dans quel tribunal de première instance? Quel tribunal d'appel? Quelle cassation? Et qu'on vient les mettre à des postes où ils broient des vies. C'est dommage. Et nous appelons les juges, nous appelons les magistrats à ce qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce qu'aucun crime, aucune brimade ne restera non sanctionné au Bénin. Parce que quand il y aura l'alternance, et il y aura l'alternance en 2026, beaucoup de choses vont être remises en l'endroit. Ceux qui étaient à la criette, ces juges-là, ils ont qualité pour faire. Ils ont été déployés pour faire. Donc je ne leur dénie un iota de leur prérogative. Et la prison, comme le disent les Ivoiriens, n'est pas camarade de quelqu'un. Maintenant, si la décision est confirmée, moi je prends acte de ça. Parce que ce sont les lois de la République qui me demandent également de m'en tenir aux décisions prises par les juridictions. Pour l'opposition, cette affaire porte clairement la marque d'une implication politique. Durant tous les réquisitoires, durant tout ce qui a été déroulé, on a vu qu'il y avait bel et bien des implications politiques. Parce que, permettez-moi de ne pas prononcer les noms, il y a des mouvements qui ont été installés par-ci, par-là, l'argent devait servir à ça, ça a été dit, des trucs comme ça ont été dit. Mais c'est dommage parce que la démocratie, ce n'est pas de faire taire. Ce n'est pas de faire taire, ce n'est pas de briser, ce n'est pas d'éliminer. Il ne faut jamais se réjouir d'une dynamique qui empêche que des ambitions s'expriment. Je suis de cette essence-là. Je n'ai pas entendu qu'il y a une loi qui a été votée pour dire qu'aucun des Béninois aujourd'hui ne peut dire « moi, je suis rassasié de solutions aux problèmes des Béninois et que j'estime qu'il faut qu'on me confie le gouvernail de ce pays à partir de 2026 ». Je n'ai pas entendu même le premier magistrat du pays, aujourd'hui chef donc de la majorité présidentielle, même s'il est président de tous les Béninois, je ne l'ai pas entendu dire « j'interdis, je dénie à tous les Béninois, fut-il de la mouvance présidentielle, de dire « je vais être président de la République ». Je vois une implication politique, mais qui ne remet pas en cause l'exercice du droit de ces magistrats-là de connaître de ce dossier, de rendre une décision. Reddition de comptes depuis que le président Talon est venu, que ce soit lui-même qui descende, que ce soit les préfets, que ce soit organisé par les maires, c'est entre partis politiques de la mouvance. Et c'est dégueulasse. Monsieur le président de la République, vous ne pouvez pas utiliser « je suis élu de la 5e circonscription électorale », votre circonscription, maman est de Ouida, je suis de Tofor. Vous ne pouvez pas continuer par faire une reddition de comptes de façon directe ou bien de façon, pas procuration, parce que si les préfets le font, c'est le gouvernement. Si les maires le font, c'est le gouvernement. Avec l'argent du contribuable. Et inviter que les gens
de la mouvance présidentielle. Je vous dis, monsieur le journaliste, qu'on nous interdit, on interdit, je vous dis, on interdit acte fort. Pour la toute dernière fois, des compatriotes ont forcé la main pour aller dans l'enceinte. On a fait une liste de présence. On a fait sortir des gens. On interdit aux compatriotes d'aller écouter le gouvernement, d'aller écouter la délégation gouvernementale, d'aller écouter les ministres, d'aller leur poser des questions. C'est triste. J'ai l'impression que nous sommes dans deux pays différents. Parce que la reddition de comptes dans tout le Bénin, depuis 2016, ça se fait dans les arrondissements, dans les communes, et un peu partout. Et c'est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas exclusif. Ce n'est pas ouvert qu'aux partis politiques de la mouvance. C'est très faux, M. Hessou. Ce n'est pas bien. Peut-être que vous n'avez pas bien suivi. D'accord? Je ne dis pas que vous mentez, mais là, sur le coup, vous avez dit une compte vérité. D'accord? Si vous avez envie de suivre des redditions de comptes, c'est ouvert à tout le monde. C'est le contribuable des Béninois qui sert à construire des routes, à construire des marchés, à construire des centres de santé, à construire ci ou ça. C'est le même contribuable qui sert à faire tout ce que nous voyons. D'accord? À part les aides extérieures. Et donc, le chef de l'État, c'est la moindre des choses d'inviter tout le monde à suivre les redditions de comptes. Ce n'est pas un secret de polichinelle pour quelqu'un. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Dans votre commune, vous avez dit que vous êtes de Alada ou Tofor. Mais voilà. Mais si vous allez à la mairie pour suivre une séance de reddition de comptes, qui va vous sortir? Personne. Personne ne va vous sortir. Personne. Sortez-moi la preuve que, sauf si, bon, vous sortez des mots, ou c'est pas, vous fabriquez des choses. Pas du tout. Non, la reddition de comptes, c'est ouvert à tout le monde. C'est l'argent du contribuable béninois, d'accord, qui a été remis au gouvernement, justement, pour mettre en valeur le PAG 1 et 2. Il y a plein de choses que nous avons à reprocher au code électoral qui a été voté, puisque le code électoral a d'abord été voté en 2019. Il y a eu un dialogue politique qui a nécessité un toilettage du code électoral. Nous avons été à une élection et n'avons pas eu le temps suffisamment qu'il faut pour expérimenter les 10% quand il faut aller à 20%. Donc, il y a des choses que nous pouvons avoir comme récrimination vis-à-vis de ce code électoral. Ceci étant, nous sommes des légalistes, nous avons opté pour participer aux élections et non faire la politique de la chaise vide. Et lorsque vous savez que la règle est difficile, et lorsque vous savez que les conditions sont corsées, vous êtes obligé très tôt d'aller sur le terrain plutôt que de vous inscrire dans une contestation qui risque de vous faire perdre le fil. Parce que lorsqu'on parle des grandes élections de 2026, c'est plus de 3000 dossiers pour les communales et c'est plus de 200 dossiers pour les législatives. Et ne parlons pas de la présidentielle où il faut organiser des primaires. Il y a certains partis politiques qui ont un défaut de parrainage, qui n'ont pas le nombre de parrainage qu'il faut. Donc, des partis politiques qui savent qu'ils ont beaucoup à faire, ne peuvent pas s'inscrire dans une contestation à n'en point fini. Il ne faut pas qu'on oublie qu'est-ce qui a amené à la modification du code électoral. Le code a été voté en 2019, c'est vrai, mais les députés ne se sont pas levés d'eux-mêmes pour modifier, pour toiletter encore ce code à nouveau. C'est pour se conformer à une décision de la Cour constitutionnelle qui a quand même répondu à une question fondamentale. Donc quand je vois certains se plaignent des 20%, c'est tout comme si cela ne s'applique à eux et que ça ne s'applique pas à nous autres. Donc les gens pensent que l'UPR a la facilité d'avoir les 20% dans toutes les circonscriptions, mais c'est très faux. C'est un risque que nous prenons aussi et nous y travaillons. Nous prenons les dispositions pour y arriver. La loi s'applique à tout le monde, y compris nous-mêmes. Vous voyez, alors que nous sommes majoritaires, c'est nous qui avions voté la loi. Mais nous mesurons l'importance, le poids du travail que cela met à notre charge. Monsieur le journaliste, c'est la pensée unique. Et je pense que le peuple béninois a déjà vécu par le passé la pensée unique. Les peuples africains ont vécu par le passé la pensée unique. Ça a été la période des partis uniques, de tous bords, hein, de toutes tendances confondues. Et les peuples africains se sont débrouillés pour se débarrasser de ça. Le peuple béninois s'est débrouillé pour se débarrasser de ça. Ça a été le motif essentiel de la conférence nationale des forces vives de la
c'est la pluralité de la pensée. Je pense que si on remet ça en cause sous cette forme, c'est consacrer ce que nous avons constaté, que nous avons dénoncé jusqu'ici, la réinstauration de la pensée unique. Je pense que le peuple béninois ne devrait pas accepter cela. La trêve politique, elle a toujours été souhaitée, bien qu'elle ne soit pas par le passé institutionnalisée. Elle a été tacitement souhaitée de par notre pratique, de par les vécus. Vous verrez que après des élections législatives, des élections présidentielles, il y a une sorte d'accalmie au niveau des acteurs politiques, dans la fièvre de ceux qui réussissent, de jouir de leur victoire et de ceux qui, à un moment donné, perdent de prendre du recul pour analyser d'une manière ou d'une autre les raisons de leur échec. Mais cette fois-ci, institutionnaliser une trêve politique, je pense que c'est un signal fort que nous lançons dans notre pays en disant que nous marchons davantage vers un pays qui cherche à consolider sa cohésion nationale. Consolider la cohésion nationale, aller vers un choix de stabilité, un choix de cohésion nationale. Et je pense que l'objectif vraiment, c'est de protéger déjà nos institutions contre ce que nous appelons généralement la surenchère politique, surtout dans des moments critiques. Donc je pense qu'une trêve politique a d'abord cet objectif. Le président de la République actuelle est appelé un animal politique. On l'a démontré plusieurs fois qu'il sait tirer des ficelles. Et donc, on se demande s'il y a éventuellement, griffe, exclusion des démocrates aux élections présidentielles de 2026, à qui cela profiterait. Et éventuellement, on se dit que cela profite donc au pouvoir en place, profite à leur candidat. Et en la matière, tout de suite, on trouve la main invisible du président de la République. Et cette lecture-là se justifie encore plus en faisant référence aux élections passées. Parce qu'il y a eu 2019, il y a eu 2021, et donc 2026, on s'attend forcément à ce qu'il y ait un changement. Et donc ces éléments permettent aujourd'hui à certaines personnes de faire une lecture en disant, oui, certes, il y a de divergences au sein des démocrates, mais on aurait pu profiter, donc le pouvoir en place a pu profiter éventuellement de ces divergences-là, pouvoir les aider à se disqualifier eux-mêmes en retirant leur parrainage. La petite clarification que je vais apporter, c'est que le pouvoir n'a pas le temps de s'occuper de l'opposition. Nous avons une candidature sérieuse, une candidature qui a été préparée depuis 10 ans. Nous ne sommes pas dans l'improvisation, nous ne sommes pas dans la précipitation, nous travaillons pour les plus méritants. Vous voyez quand même la dynamique qui a été engagée depuis 10 ans bientôt, c'est travailler dans la discipline, dans une certaine cohérence et par rapport à la vision qui a été projetée. Donc, le candidat des démocrates ou les démocrates ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. C'est la conséquence de l'improvisation, c'est la conséquence du manque de vision, de l'incohérence qu'il y a au sein de cette formation politique.